Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons commencer avec le Yediot Aharonot, qui consacre ce matin sa manchette à ce qu'il appelle la révolution militaire qui est en train de préparer le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot. Une révolution qui pourrait avoir une signification déterminante pour l'armée israélienne, dans un désir avoué d'augmenter la motivation des jeunes Israéliens à servir dans Tsahal, en particulier dans des unités combattantes. Le général Eisenkot est en train d'initier une vaste redéfinition des fonctions des soldats combattants dans Tsahal. Selon sa proposition, les soldats combattants seront désormais séparés en 3 groupes. Le premier groupe sera considéré comme la force de frappe de Tsahal. Elle inclura l'ensemble des soldats des brigades combattantes telles que la brigade du Golani, la brigade Kfir, les parachutistes, le Nahal, les blindés et l'artillerie. Le second groupe concernera plus particulièrement les soldats des commandos d'élite de Tsahal, comme les commandos Matkal, les commandos marins, Shaldag et d'autres unités de commandos spéciales. Ces soldats devront servir au minimum 6 ans, et en tout cas c'est ce qu'écrit le Yediot Aharonot, mais dans la radio israélienne de ce matin on parlait même de 8 ans, et durant ce service ils pourront suivre des études supérieures dans les universités israéliennes qui seront payées donc par l'armée israélienne. Le troisième groupe sera celui des soldats qui épaulent les unités combattantes mais qui ne seront pas au combat à proprement parler. Selon le plan du chef d'état-major, les soldats combattants qui risquent leur vie sur les champs de bataille bénéficieront d'une augmentation substantielle de leur solde mensuel, alors que celle-ci n'est que de 1000 à 1200 shekels aujourd'hui. Eh bien, elle passera, selon ce plan, à 2000 shekels, auquel il faudra rajouter une carte magnétique, une carte de crédit qui, chaque mois, sera chargée par Tsahal de 1000 shekels supplémentaires à dépenser, essentiellement dans des restaurants, des lieux de détente comme des cinémas ou des théâtres. Cette augmentation de la solde a d'emblée fait dire ce matin à certains commentateurs israéliens que Tsahal était peut-être en train de passer d'une armée du peuple à une armée plus professionnelle, donc dotée de soldats salariés. Binyamin Netanyahou poursuit sa visite en Amérique latine. Les sites d'information indiquent ce matin qu'après Buenos Aires, le Premier ministre est arrivé à Bogota et qu'il s'est entretenu la nuit dernière avec le président colombien Juan Manuel Santos, qui a déclaré que son pays était l'ami et l'allié de l'État d'Israël. À l'issue de leur entretien, les 2 hommes ont signé des accords de coopération commerciale entre les 2 pays. Binyamin Netanyahou a à nouveau mentionné la menace que représentait l'Iran, y compris pour des pays de l'Amérique latine, et il a appelé ces pays à s'unir pour faire front à la menace iranienne. De Bogota, M. Netanyahou doit se rendre aujourd'hui même au Mexique, où il rencontrera non seulement les plus hauts responsables politiques de ce pays, mais également les dirigeants de l'importante communauté juive mexicaine, qui compte environ 60 000 membres et qui est considéré comme un véritable pouvoir économique au Mexique. En marge, le Israël Hayom nous révèle qu'au cours de son passage à Mexico, le Premier ministre pourra rencontrer les députés mexicains d'un nouveau lobby pro-israélien qui entend faire pression contre tout boycott des produits de Judée et de Samarie. De Mexico City, M. Netanyahou s'envolera vers New York où il passera le Shabbat en perspective de son discours la semaine prochaine devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis le Israël Hayom insiste sur le fait que le vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies sera cette année l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, qui prend donc aujourd'hui ses fonctions de vice-président de l'Assemblée générale. Il s'agit là d'un honneur fait en direction d'Israël dans une conjoncture particulièrement difficile. Danon présidera l'Assemblée lorsque Binyamin Netanyahou prendra la parole la semaine prochaine. Nous en parlions tout à l'heure avec Tzvia Walden. C'est aujourd'hui la journée anniversaire de commémoration du premier anniversaire de la disparition de Shimon Peres. Et les journaux israéliens disent que c'est ce matin que se déroulera la cérémonie officielle de la fin de l'année de deuil du 9e président de l'État d'Israël, Shimon Peres. La cérémonie se tiendra vers 11h30 sur le mont Herzl, dans le carré des Grands de la Nation, où Shimon Peres repose depuis l'an dernier. Seront présents à cette cérémonie le président de l'État, Reuven Rivlin, de nombreux ministres et députés, d'importantes personnalités venues de l'étranger, parmi lesquelles, apparemment même, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, qui était un ami proche de Shimon Peres, et bien entendu les membres de la famille du président défunt. Hier, à l'occasion
de cet anniversaire, la seconde chaîne de télévision s'est penchée sur les archives de l'ancien président, des archives qui ont été classées et déposées dans le Centre Pérez pour la paix, un centre qui, nous en parlions également avec Tzvia Walden, est devenu au cours des derniers jours le Centre Pérez pour la paix et l'innovation. De nombreuses personnalités, chefs d'entreprise d'Israël et du monde entier ont participé d'ailleurs hier soir à une rencontre donc, dans le cadre de ce Centre Shimon Peres pour la paix. On pensait que lors de sa prochaine visite à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, Binyamin Netanyahou ne rencontrerait pas les responsables des communautés juives américaines, et ce en raison de la tension qui existe depuis plusieurs mois, on le sait, entre le Premier ministre et les dirigeants de la communauté juive américaine à la suite du gel de l'accord sur les prières pluralistes devant le Kotel. Eh bien, le site NRJ, sous la plume de Tzvika Klein, révèle ce matin que M. Netanyahou rencontrera finalement plusieurs leaders de la communauté juive, mais pas tous les leaders. En exemple, le Premier ministre entretiendra avec le président de la conférence des présidents juifs américains, Malcolm Online, qui est l'un de ses proches amis, mais il ne rencontrera pas les dirigeants des communautés libérales et conservatives qui sont membres de cette même conférence. Ces derniers refusent en effet de le rencontrer parce que le Premier ministre donc, leur a préféré les mouvements politiques orthodoxes en Israël et a refusé de mettre en application cet accord du Kotel conclu il y a 1 an et demi. Nous ne boycottons pas le Premier ministre, a déclaré hier, pour préciser, le Rav Jacobs qui dirige le mouvement réformiste américain, mais nous ne voulons pas des paroles de sa part, seulement des gestes tangibles concernant en particulier le mitvé du Kotel, donc l'accord lié aux prières devant le mur occidental. Jacobs a précisé qu'il s'était entretenu d'ailleurs avec Binyamin Netanyahou la semaine dernière pour le remercier d'avoir condamné les propos du Rav Shlomo Amar, le grand rabbin de Jérusalem, qui avait comparé les réformistes, je cite, aux négationnistes de la Shoah. Nous avons parlé au cours des derniers jours d'un possible rapprochement entre le Hamas et le Fatah sous l'égide des Égyptiens, et ce à la suite du sommet qui s'est tenu au Caire il y a quelques jours entre dirigeants égyptiens et responsables du mouvement terroriste palestinien. Et bien ce matin, dans son analyse, Tzvi Barel, dans le Haaretz, croit savoir que ce rapprochement serait orchestré en fait par les Russes, par Vladimir Poutine, qui espère qu'un tel rapprochement pourrait avoir des répercussions positives sur Assad et permettrait de sauver son régime tout en affaiblissant l'Iran. Un affaiblissement de l'Iran qui est souhaité, on le sait, par Binyamin Netanyahou, qui en avait déjà parlé à Vladimir Poutine il y a quelques semaines. Selon le site NRJ, l'on peut dire également selon des observateurs des principaux médias israéliens, le verdict très controversé de la Cour suprême annulant la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot ne devrait pas entraîner la chute du gouvernement Netanyahou. Certes, il entraînera des turbulences comme celles provoquées par les propos d'Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, qui a affirmé qu'il ne fallait pas qu'il y ait de distinction entre jeunes Israéliens à propos du service militaire. Mais les observateurs admettent que les Haredim, les orthodoxes, n'ont pas le moindre intérêt aujourd'hui à faire chuter le gouvernement, un gouvernement qui leur a donné pleinement satisfaction. Par exemple, justement, en gelant l'accord du Kotel dont je viens de vous parler. Hier, à l'issue d'une réunion d'urgence, les dirigeants des deux partis orthodoxes, le Chasse et le judaïsme de la Torah, ont convenu de préparer un projet de loi alternatif à celui qui a été invalidé par la Cour suprême parce qu'elle le jugeait anticonstitutionnel et inégalitaire. Ils ont 1 an pour le faire, pour modifier donc cette loi. C'est la raison pour laquelle, durant toute la journée d'hier, les dirigeants orthodoxes ont surtout dirigé leurs critiques vers la Cour suprême et ont évité de s'en prendre au gouvernement Netanyahou. Et puis en marge de cette tension entre laïcs et religieux en Israël, la seconde chaîne de télévision a ouvert hier son journal du soir en relatant une affaire qui a pris de l'ampleur hier et qui concerne le comportement d'un député du parti Chasse, Yigal Guetta. Il y a 10 jours, lors d'un entretien sur les ondes de Galei Tzahal, la radio de l'armée israélienne, le député Chasse avait choqué de nombreux orthodoxes. En tout cas, il a apparemment choqué des rabbins orthodoxes en révélant qu'il y a 2 ans, il avait assisté au mariage de son neveu, le fils de sa sœur, qui s'est marié avec un homme, un mariage donc homosexuel. Yigal Guetta avait alors, selon ses dires, expliqué à ses enfants qu'il ne cautionnait pas un tel mariage qui était formellement interdit selon la Torah, mais qu'il allait participer à ce mariage par respect pour sa sœur, la mère du marié, et il avait souligné l'importance de maintenir unie sa famille. Hier, une dizaine de jours après cette révélation, Yigal Guetta a envoyé une lettre dans laquelle il annonce son intention, sa décision de démissionner de la Knesset. Il a envoyé cette lettre au leader du parti Chasse, Aryeh Deri. Galei Tzahal, qui est donc à l'origine de cette révélation, a affirmé que Guetta avait dû céder aux pressions du Conseil des sages de la Torah du parti Chasse qui l'ont pressé à démissionner. Toutefois,
hier la seconde chaîne de télévision et son correspondant Yair Cherki, qui a consacré donc de longues minutes à cette affaire en début de journal, a prétendu que la décision de Guetta n'était pas encore irréversible et il se pourrait bel et bien il accepte de revenir sur sa décision et annule son intention de démissionner. Et puis, nous terminerons par les sites d'information israéliennes qui se font l'écho depuis hier soir de l'agression ou de l'attentat qui s'est produit hier en début de soirée à Toulouse. Un homme a crié « Allahu Akbar » et a ensuite commencé à poignarder des passants en blessant plusieurs d'entre eux, ainsi que des policiers. Donc, à coups de couteau, l'enquête de la police a établi que l'agresseur avait fréquenté un hôpital psychiatrique. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Une petite pause, un petit jingle et on retrouve l'invité de la rédaction, l'invité de l'éditorial de ce matin. Je vous le disais, il s'agit de Jonathan Ankenbaum, qui est le directeur de campagne de Greenpeace en Israël. Nous parlerons avec lui des problèmes d'eau de l'État d'Israël, des problèmes que l'État d'Israël a résolus considérablement au cours des dernières années. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.